Un Metroidvania est un jeu d'action-aventure et de plateforme qui emprunte fortement au système de jeu de Metroid et Castlevania à partir de l'opus Symphony of the Night. Pour être considéré comme un Metroidvania, il faut avoir un de ces critères. Une carte au moins un peu labyrinthique et une progression du personnage ou l'obtention d'une clé pour progresser dans l'exploration. C'est comme ça qu'on peut retrouver Zelda ou encore Dark Souls considérés comme des Metroidvania. Mais les plus dignes héritiers de Metroid et Castlevania Symphony of the Night sont des jeux en 2 dimensions avec de la plateforme et une évolution dans les moyens de déplacement, ce que ni Zelda ni Dark Souls ne fait. Le jeu qu'on va analyser n'est pas une simple aspiration, mais bien un pilier du genre, un des 2 classiques du retour du Metroidvania 2D dans la deuxième moitié des années 2010 avec Hollow Knight. Et bien d'abord, le jeu raconte une histoire qui donne un contexte et qui présente le monde dans lequel on évolue, la forêt de Nibel, et sert un prétexte à l'aventure à la fin de son prologue. Le prologue marche un peu comme dans un Disney, c'est-à-dire qu'on voit un personnage adopté vivre heureux avec sa famille d'enfance pour ensuite perdre cette famille et donner une raison au personnage principal de s'enfuir ou d'agir. Ori est arrivé à l'arbre aux esprits et est recueilli par une créature de la forêt, Naru. Naru mange les fruits des arbres et c'est l'occasion de répéter 3 fois le chemin vers les fruits, ce qui fait comprendre que les ressources se raréfient et ça permet aussi d'éluder l'enfance d'Ori par la même occasion. Une fois Naru au sol, affaibli, il ne reste à Ori plus que le choix d'explorer la forêt pour la sauver, parce que oui, Naru est une femelle. Un objectif clair est lancé et on donne le contexte et le prétexte de l'exploration du monde. N'est-ce pas Hollow Knight? Vient ensuite une partie qui fait la transition entre le prologue et le jeu. Un tutoriel après l'introduction. Ce qui est intéressant, c'est que même après une phase qui avait l'air tutoriel, le jeu continue avec des mécanismes, introduisant par exemple les secrets. En fait, le jeu est court au point que chaque phase introduit de nouvelles idées. Le seul moment où le joueur se repose sur ce qu'il a appris exclusivement est la conclusion du 3e donjon, pour ne pas dire la fin du jeu, et on ne parlera pas des zones non essentielles à l'histoire. On continue dans le scénario et on rencontre Sane, le buddy de notre buddy movie, notre Navi, notre Faye à nous. On apprend à maîtriser les fonctionnalités basiques de déplacement et on arrive à la plus grosse partie du jeu, trouver les MacGuffins et faire les donjons Zelda. Le MacGuffin est un terme inventé par Hitchcock pour décrire un élément qui fait avancer l'intrigue, parce qu'il faut faire avancer l'intrigue. Comprenez que l'objet n'est pas important en lui-même, mais qu'il demande aux personnages principaux de faire les actions nécessaires à l'accomplissement de la quête, à s'engager dans l'aventure. Il nous faut donc purifier 3 éléments pour sauver l'arbre aux esprits et sauver Naru. Je rappelle, c'est ça l'objectif. À partir de là, une question se pose pour moi. Est-ce qu'Ori emprunte vraiment plus au Metroidvania ou au Zelda? Parce que le Metroidvania associé à Ori, c'est avant tout une progression du personnage dans les capacités de déplacement, ce qui permet de trouver de nouvelles voies dans les allers-retours sur une carte labyrinthique. Or, les évolutions majeures d'Ori sont toujours de nouvelles options de déplacement, mais à quoi bon quand leur utilité est plus situationnelle, comme l'objet d'un donjon de Zelda pour le coup. On va devoir explorer 3 zones, l'arbre Ginso, les ruines éplorées et le mont Oru. Les 3 zones se répètent dans la structure, donc on va prendre la première pour expliquer le pattern, même si quelques éléments changent, notamment les actions des personnages et les thématiques, tant du gameplay que dans la direction artistique. Alors, on vient de parler à l'arbre aux esprits qui nous missionne d'aller purifier les 3 zones. On se rend compte qu'on ne peut aller qu'à droite parce que nos moyens sont encore trop limités. On arrive assez tôt devant l'entrée de l'arbre, qui est en fait l'entrée du donjon. C'est là qu'on rencontre un des personnages les plus importants pour la suite, Gumo. Il vole la pierre qui sert à entrer dans le temple et on doit passer par une zone secondaire, l'antre de Gumo. On le poursuit, on descend et on chute jusqu'au fond de ce repère, comme pour la situation de la grotte mystique, on tombe et on obtient le double saut qui nous permet tout de suite après de sortir de l'antre de Gumo. C'est un exemple évident qui montre que la boucle de gameplay d'un Metroidvania n'est pas respectée, en tout cas pour moi. Vous pourrez toujours apporter votre opinion dans les commentaires. Pour moi, la boucle du Metroidvania, c'est aller à un déplacement A en utilisant une compétence dans l'emplacement B qui débloque aussi la zone bonus C. Là, la zone de power-up et la suite du jeu sont placées de sorte qu'on n'a jamais à explorer Nibel entre temps. On n'est jamais vraiment contraint à se balader dans ce jeu. C'est pas forcément un reproche, surtout que durcir le côté labyrinthique de la map aurait forcément nuit au rythme du jeu. Mais en ayant fait plus simple, le jeu paraît moins élaboré, mais ne trouve peut-être jamais de solution élégante, de solution futée qui aurait mis tout le monde d'accord. On trouve au milieu du donjon la propulsion, qui permet de faire un dash en poussant les projectiles et les ennemis. Une séquence épique plus tard, on arrive à sortir hors du donjon en question,
voire de tout le jeu pour le mont en roue qui demande qu'on ait maîtrisé le super saut, la plume de Kuro, la propulsion, la charge au sol et tout alterné à une certaine cadence, le boss du donjon en revanche sera toujours Kuro. Il faudra toujours fuir, on ne peut pas l'affronter. C'est logique vis-à-vis du gameplay. Au Reels, le jeu le sait bien, ce qu'on gagne, ce qu'on améliore, ce que le joueur apprend à parfaire, ce sont les déplacements. Ça aurait été super décevant de spammer X contre le grand méchant du jeu. Plot twist, Kuro est une femelle, et si elle s'en prend à l'arbre aux esprits, c'est pour protéger ses petits. Au final, comme bien souvent dans la nature, il est moins question de gentils contre les méchants que deux espèces qui luttent pour leur survie. Une fois les 3 donjons faits, c'est l'affrontement final contre Kuro, et on arrive à fuir pour rejoindre l'arbre d'esprit. Sauf que Kuro est plus forte que nous. On ne peut pas fuir éternellement. Là, quand tout semble perdu, le jeu nous fait incarner Naru, notre mère, dans une séquence qui rappelle le prologue. Kuro comprend alors qu'elle est aussi une mère, comme Naru. Elle se sacrifie et nous laisse vivre en paix dans notre famille recomposée avec Gumo, Naru, Ori et l'œuf de Kuro qui vient d'éclore. C'est la fin d'Ori and the Blind Forest. Et c'est génial. Plus que génial, c'était exemplaire. C'était exemplaire parce que le jeu gère son rythme à merveille et qu'on s'ennuie jamais. Le jeu sait quand s'arrêter. Parce que oui, j'en ai marre des jeux qui demandent 40 heures de grind pour être complétés, des roguelikes ou roguelites qui espèrent secrètement nous tenir pour toujours. Le jeu est exemplaire à l'image de ses graphismes, simple mais onirique et merveilleusement bien réalisé. Le jeu est exemplaire parce qu'on sait ce qu'il veut dire et comment le dire. En vrai, j'avais jamais vu de propos aussi touchants, malins et pertinents sur la nature, sa destruction et parfois sa cruelle réalité, depuis Princesse Mononoke. Le jeu est bon à jouer, avec un sentiment de progression dans les mécaniques de déplacement, hérité des meilleurs Metroidvania et une construction de donjons qui n'a rien à envier aux Zelda. Voilà pourquoi, pour moi, même si on a tendance à l'oublier, Ori and the Blind Forest est un jeu exemplaire.